Bonsoir. L'économie camerounaise et le coronavirus. Après 3 mois de lutte acharnée contre la pandémie, question sur les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la baisse des revenus et maintenir à flot le tissu industriel et commercial national. Question également sur la résilience des opérateurs économiques tant du secteur formel qu'informel. Question sur qui a laissé le plus de plumes dans la récession économique ambiante. Enfin, le coronavirus est une opportunité pour l'économie camerounaise de demain. Si oui, quels seraient les leviers que pouvoirs publics et opérateurs économiques devraient activer? Des interrogations qui constituent en même temps des inquiétudes pour plus d'un. Et tout cela constitue le fil rouge de notre émission ce soir. Invité d'actualité hebdo ce dimanche, le professeur Georges Kobou, économiste, enseignant à l'université de Yaoundé 2. Professeur Georges Kobou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Fallait-il absolument un collectif budgétaire pour sauver l'exercice budgétaire 2020 au Cameroun? Bon, c'est la question que vous posez, elle va de soi. Et il convient d'entrée de jeu de rappeler que le budget d'un État est le reflet de ses intentions en termes de dépenses et de recettes. Autrement dit, ce sont ces intentions s'expriment de manière prévisionnelle. Et on a voté un budget à la fin de l'année passée pour l'exercice actuel. Et au bout d'une certaine période, surtout avec la crise du coronavirus, il s'avère que les recettes qui avaient été prévues ne peuvent pas suivre. Et c'est donc normal que, par réalisme, qu'on essaye d'accommoder, d'adapter les dépenses actuelles par rapport aux prévisions, parce qu'il faut nécessairement qu'on les prévoie à la baisse, les recettes. Alors, le budget qui baisse de plus de 500 milliards de francs CFA, comment est-ce qu'on fait pour réaliser les désormais 4 409 milliards au lieu de 4 951 milliards? Simplement en faisant de la rigueur dans la gestion ou alors on fait autre chose? Quand on a fini de baisser le budget, on réalise comment? Il convient d'entrer de jeu de dire que le collectif budgétaire, c'est une loi de finances rectificative. On rectifie parce que au départ, lorsque le gouvernement a voulu faire le budget de 2020, on a tablé sur un certain nombre de recettes qui devaient être... D'abord, ce sont les recettes pétrolières. Comme le disait le ministre des Finances, le déficit budgétaire actuel avait été envisagé avec un coût de baril de pétrole à $54,54. Alors aujourd'hui, le dollar est autour de $40 le baril. Le pétrole. Le pétrole, pardon, autour de $40 le baril. Ce qui veut dire que les recettes, au départ, qui étaient envisagées de l'ordre de 468 milliards, ont été révisées à la baisse. Et aujourd'hui, avec un baril de pétrole autour de $40, la recette escomptée dans le collectif budgétaire, c'est de l'ordre de 286,7 milliards. Donc forcément à la baisse. Donc c'est à la baisse. Deux, comme le disait d'ailleurs le directeur du GIE dans un entretien avec la Cameroun Tribune il y a quelque temps, les efforts des autorités publiques en termes de soutien à la situation actuelle, ça remonte à peu près, ça s'élève à 114 milliards, donc 92 milliards en termes de recettes internes et 22 milliards par rapport aux recettes douanières. Ce qui veut dire tout simplement que les prévisions en termes de recettes, déjà en termes de soutien, il y a un manque à gagner de 114 milliards. Si on prend simplement ces deux postes, 286,7 milliards et 114 milliards, c'est autour de 295 milliards de baisse attendue. Donc, avec tout cela, c'était normal qu'on fasse un collectif budgétaire pour pouvoir essayer maintenant de coller à la réalité de l'économie actuellement. Dans ce genre de problème, qui paye le plus à la fin? Est-ce que c'est le budget d'investissement public? Est-ce que c'est le budget de fonctionnement? On coupe où? Forcément le budget de fonctionnement.
Non, bon, je pense, quand je regarde la structure du budget, le budget de fonctionnement représente à peu près les 55%. Et vous savez bien que dans ce budget, il y a une bonne partie qui relève des paiements, des salaires aux fonctionnaires, etc. Mais je pense que, raisonnablement, je n'ai pas bien regardé la structure du budget, mais je pense que c'est surtout dans le budget d'investissement qu'on doit couper. Et j'ai d'ailleurs regardé un peu que les ministères comme le ministère des Travaux publics, c'est surtout dans les ministères qui relèvent du social où on n'a pas beaucoup touché. Mais c'était normal que s'il y a des coupes. Mais comme le disait lui-même le ministre des Finances, ils ont certainement regardé les secteurs, les activités qui n'étaient pas assez prioritaires. Et c'est par là que nécessairement on est parti chercher à faire des ajustements pour pouvoir à s'accommoder à la réalité de l'heure. Avec la pandémie du coronavirus, nombre de pays africains notamment ont annoncé, on va dire, des montants faramineux pour soutenir leurs économies. Vous avez cru en ces annonces-là? Un tel pays dit je mets 1000 milliards, d'autres disent 2000 milliards, etc. Mais peut-être que je pense que c'est là où la C'était justement des effets d'annonce. C'est des effets d'annonce et je ne pense pas que beaucoup de pays, je n'ai pas envie de donner quelques exemples, ont fait des effets d'annonce qui n'ont pas suivi. Et peut-être, je crois que la sagesse au Cameroun a voulu qu'on prenne le temps de réfléchir pour créer, comme on le voit dans le budget actuel, ce fonds de solidarité nationale contre le coronavirus et les répressions économiques et sociales, le fonds d'un montant de 180 milliards de francs CFA. Professeur Georges Kobou, merci de votre participation à cette émission. Vous aurez aussi à répondre aux questions des internautes tout à l'heure, rassemblées, questions par Elvis Mbimba. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le collectif budgétaire et la réaction des élus du peuple, la semaine politique et sociale avec le plan de reconstruction du nord-ouest du sud-ouest, la suite de la session du Parlement, la lutte contre le coronavirus, la visite des chantiers de la Cannes par les ministres des Sports et de l'Habitat, entre autres sujets qui seront développés tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le professeur Georges Kobou, économiste. A tout de suite. Professeur Georges Kobou, finalement, est-ce qu'on peut dire que la situation n'est pas aussi grave que ça, la situation de l'économie camerounaise aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie du coronavirus? Il y en a qui le disent. Bon, c'est pas une catastrophe. Non, moi je ne pense pas que l'économie camerounaise soit dans une situation catastrophique. Au contraire. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, on dit que c'est une économie qui a une capacité de résilience assez importante. Le fameux terme résilience. Oui, voilà. Donc cette capacité d'adaptation à des différents chocs. Et je crois tout de même que l'économie camerounaise a amorti le choc. Je ne pense pas que ce soit... Je n'ai pas l'impression. Quand on regarde autour de nous, on n'a pas vu les tensions sur le marché, on n'a pas vu beaucoup de problèmes, de pénuries sur le marché. Donc, je pense que la personne, ou bien l'entité qui a le plus perdu, c'est peut-être l'État, parce que avec la fermeture des frontières, on n'a pas pu vendre certainement à l'extérieur pour un certain temps. Avec la fermeture des frontières, il y a eu certainement un manque à gagner en termes de recettes douanières. C'est peut-être à ce problème, à ce niveau-là, qu'on peut vraisemblablement penser qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Pour l'État, c'est si grave que ça, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent en chemin et en même temps, il doit aider des autres entités économiques, notamment les chefs d'entreprise, etc., etc. Mais en fait, je ne pense pas que l'État... C'est vraiment lui le grand perdant de l'affaire. Bon, perdant, parce que même là, quand nous sommes en train de dire qu'on a fait des prévisions en termes de recettes, rien ne nous dit que les recettes qu'on a prévues étaient certaines, qu'on devait les avoir de manière certaine. Ce sont des prévisions. On peut, même dans le contexte actuel, même en l'absence de la pandémie. Même sans pandémie. Même sans pandémie, il aurait été possible que les perspectives de recettes ne soient pas. Mais c'est vrai. C'est vrai, il va de soi qu'avec la fermeture
des frontières, il y a eu certainement une baisse des recettes qu'on aurait pu avoir si les frontières avaient été ouvertes, si on avait vendu. Et c'est vrai que nos économies aussi sont tributaires des économies développées. Ce qui fait que la vente des ressources naturelles à l'extérieur, du pétrole, du bois, du cacao, tout ça là, c'est une demande qui a été contractée, qui nécessairement est un manque à gagner. Est-ce que ce n'est pas ça notre véritable problème, justement, le fait d'être complètement, plus ou moins, dépendant de l'extérieur? C'est fondamental, c'est une économie extravertie, donc nous dépendons essentiellement de l'extérieur, et c'est le problème structurel même de l'économie camerounaise, dont il faut revoir. Donc c'est un problème de fond. Le Cameroun exporte ce qu'il produit et consomme ce qu'il importe, donc ça pose problème. Alors il n'y a pas de transformation, donc la nécessité de revoir, de repenser notre économie, en ce sens qu'il est important de mobiliser les ressources en vue de la transformation de cette économie. Nous parlerons plus en profondeur de ces aspects-là tout à l'heure. Le temps pour moi de vous proposer le regard des parlementaires sur l'ordonnance présidentielle qui leur est soumise pour ratification. Parole de sénateur sur le collectif budgétaire. C'est un reportage de Mathieu Kemgo. Les sénateurs n'ont pas été surpris de recevoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance consacrant la baisse du budget de l'État. Pour eux, la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur le plan socio-économique commandaient la relecture de la loi de finances 2020. Pendant pratiquement 3 mois, l'activité a été presque à l'arrêt. On fonctionnait vraiment au strict minimum. L'État, du point de vue facilitation et aide aux producteurs, a fait des réductions d'impôts, a décrété des différés pour payer certaines taxes. C'est une ordonnance qui s'imposait. Il vaut la peine de sauver l'homme que de sauver le matériel. Les budgets sont généralement faits pour le matériel, les infrastructures. L'arrivée de Covid-19 imposait que le président de la République prenne une telle décision. La lutte contre le Covid-19 est suffisamment prise en compte dans l'ordonnance du 3 juin 2020 avec la création d'un compte d'affectation spéciale d'un montant de 180 milliards de francs CFA dédié à la prise en charge des dépenses du Fonds spécial de solidarité nationale. Notre souhait en tant que sénateur, c'est que tous ces fonds-là soient gérés au mieux. Nous attendons la structure qui va donc gérer ces fonds-là et nous espérons que ça sera fait dans la transparence, surtout qu'il a été promis qu'il y aura un audit, n'est-ce pas, très rapidement. Les sénateurs voient en la baisse du budget de l'État une opportunité pour plus de rigueur dans la gestion des finances publiques afin que les projets en faveur de la population ne souffrent point. Ce dont il faut s'assurer, c'est que la baisse qui a été faite ne va pas tuer l'économie. Donc il faudrait que cette baisse soit suivie de mesures qui permettront aussi à l'activité de reprendre. Tous ceux qui engagent devant le budget puissent suivre les conseils du CONAC. Le CONAC est une institution qui a été faite pour ça et je crois qu'elle travaille extrêmement avec rigueur, que le minimum vital soit fait, les salaires, ainsi de suite, mais que le superflu, parce que certaines missions, il faut bien le dire, n'avaient pas lieu d'être. Les sénateurs pensent aussi que le moment est venu de privilégier la production locale pour limiter l'évasion des devises. Au lieu que nous puissions mener le rythme de vie avant, faire beaucoup d'importations, etc., ceci nous réveille maintenant et nous invite à consommer camerounais. Et la chose est tellement bien gérée par le pouvoir public qu'on ressent quand même de façon assez modérée l'impact de la crise. Pour les représentants des collectivités territoriales décentralisées, la réduction du train de vie de l'État du fait du Covid-19 devrait donc booster la production à la base. Aux collectivités territoriales de saisir cette occasion pour un meilleur ancrage socio-économique sur le terrain. Professeur, est-ce que nos parlementaires ont véritablement compris les enjeux? On baisse le budget et on se dit on va booster l'économie. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Non. En fait, le budget,
c'est l'ensemble des prévisions en termes de dépenses et de recettes de l'État. Bon, il va de soi que si les dépenses baissent, ça veut dire qu'il y a un certain nombre, tout à l'heure nous l'avons un peu évoqué, où est-ce qu'on devait aller toucher les baisses. On pense bien que les dépenses de fonctionnement ne peuvent pas être touchées, les dépenses de fonctionnement, mais ça veut dire que ce sont les investissements. Autrement dit, il y a un certain nombre de projets que l'État a envisagés et qui, malheureusement, par rapport aux perspectives de cette baisse, ne peuvent pas être engagés. Mais ça ne veut pas dire forcément que j'ai entendu un des parlementaires dire qu'en baissant, on va tuer l'économie. On ne tue pas l'économie, c'est les agents économiques qui doivent porter l'économie. Il s'agit de qui? De tout le monde, les ménages, les entreprises qui doivent porter l'économie. L'État est là pour assumer un certain nombre de fonctions régaliennes. Et de ce point de vue, dire qu'en baissant les dépenses, on va booster l'économie, je présume que quand ce parlementaire le dit, c'est forcément parce qu'il pense qu'un certain nombre d'actions, d'activités qu'on menait en lien avec l'étranger peuvent, on l'espère, être maintenant revues du point de vue interne. Est-ce que les projets structurants dont on parle régulièrement au Cameroun, qui sont financés pour un bon nombre d'entre eux par des fonds extérieurs, généralement c'est par l'endettement, eux aussi vont être impactés parce que, baisse de budget, c'est la contribution de l'État à ces projets-là qui va avoir des problèmes. Comment ça va se passer? En fait, c'est vrai que quand on regarde dans le budget a une composante pour combler le budget, il faut nécessairement de l'emprunt. Et on voit dans ce cadre que dans le cadre du budget actuel, au départ, il y avait 232 milliards de prévus par rapport à la dette. Et maintenant, avec... il y a eu des allègements. Voilà. Donc, ce qui fait que la contribution pour l'instant de l'État, la dette, c'est autour, je crois qu'il y a une diminution de 92 milliards. Donc, les projets structurants, si on regarde par rapport à l'enveloppe, je ne pense pas que ça devait souffrir. Mais, comme l'a dit lui-même le ministre des Finances, il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui doivent être préservées. Je ne sais pas, je pense que dans son optique, les projets, si ça rentre dans les projets structurants, ça devait rentrer dans les missions prioritaires. Et donc, l'enveloppe budgétaire a été réduite, surtout en intégrant les activités qui n'entraient pas dans les missions prioritaires de l'État. Le fait qu'on ait fermé les frontières, le fait qu'au niveau des entrées et des sorties, côté commercial, j'allais dire, les choses n'aient pas bougé véritablement, mais qu'il n'y ait pas de surchauffe sur le marché, que les marchés soient approvisionnés de façon quasi normale. Comment ça s'explique? Quand on regarde les tensions, s'il y avait des tensions sur le marché, on devait constater d'abord qu'il y aurait eu des pénuries sur le marché. Et on voit bien que sur un marché, s'il y a des pénuries, ça va se traduire par une augmentation des prix sur le marché. Durant toute la période que nous observons, il n'y a vraiment pas manifestement des problèmes de satisfaction des besoins sur le marché, ce qui, à mon sens, ne peut traduire deux choses. Soit avant la fermeture des frontières, il est possible que les entreprises qui font l'import-export aient reconstitué un certain stock de biens et services qu'ils ont pu maintenant écouler dans l'intervalle de temps. Ça, c'est une possibilité. Mais, à mon sens, je regarde bien que c'est peut-être à ce niveau où l'économie camerounaise, surtout le secteur informel, a pu peut-être produire pour pouvoir se substituer à tout ce qui devait venir de l'extérieur. Et d'ailleurs, on voit, je vais tout le temps un peu le week-end au village. La semaine dernière, j'étais un peu sur la route où on vendait les cajoux de tomates que j'achète habituellement à 4 000 francs, 5 000 francs. On vendait ça baissé. Ça à 1 000 francs. Et on voit bien que c'est inondé. Ça montre bien qu'une bonne partie des produits qui sont écoulés dans la sous-région, qui vont nécessairement dans les pays voisins, c'est resté au Cameroun. Et je crois que ces éléments-là participent de la flexibilité qu'on a observée sur le marché pour qu'il n'y ait pas de tension. Donc je pense que le secteur, le vivier interne, a pu pallier
éventuellement au déficit qu'on aurait pu observer avec les produits qu'on importe. Mais comment est-ce que vous expliquez le fait que dès que on a fermé les frontières et que l'activité a véritablement baissé, les entreprises, notamment celles basées à Douala, les grandes entreprises, aient crié, on va dire, à la catastrophe. Oh, si rien ne fait, nous allons mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Parce que c'était ça le discours. Bon, en fait, c'est vrai que quand j'observe... Jusque-là, personne n'est mort. L'économie camerounaise n'a pas vraiment opéré le confinement total escompté. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qu'on peut penser qu'ils ont perdu, nécessairement les secteurs comme les secteurs hôteliers qui ont été obligés... transport. Bon, non pas le transport, je ne pense pas. Le secteur surtout hôtelier, parce qu'ils étaient bien obligés de fermer. Les hôtels étaient obligés de fermer puisqu'on pensait que c'est canaux par lesquels la transmission de la maladie peut se faire. Donc ils ont fermé. Mais à part ça, quand je regarde d'ailleurs une enquête qui a été effectuée par l'INS, l'Institut national de la statistique, on voit bien que 54,6% des ménages pensent qu'ils n'ont pas eu de problèmes avec les transports urbains. Donc, dans l'ensemble, c'est vrai, les entreprises qui relèvent du GICAM. Le GICAM a fait une enquête de ce point de vue qui montre qu'il y a une chute dans l'emploi, qu'il y a une chute dans la production, mais vraisemblablement, quand on regarde ce que ça représente en termes de poids dans l'activité économique d'ensemble, je me demande si vraiment... C'est-à-dire qu'au bout du bout, on se dit la catastrophe qu'on envisageait peut-être n'est pas arrivée au Cameroun. Moi, je ne pense pas. Et en fait, les entreprises, même du secteur formel, n'ont pas fondamentalement fermé. Je ne pense pas qu'elles ont fermé. Peut-être qu'il y a eu une baisse de l'activité, mais cette baisse d'activité sur 2 mois, 3 mois, est-ce que ça nous invite à penser que c'était la catastrophe? Je m'interroge. C'est-à-dire que c'est rattrapable. Bon, moi je dis bien, c'est vrai que lorsqu'on est dans ces entreprises, c'est normal qu'on fasse un peu de lobbying pour demander à l'État de faire des subventions en termes de la fiscalité ou bien autre chose. Mais personnellement, je ne pense pas que l'économie camerounaise, ça c'est mon avis, je ne pense pas que l'économie camerounaise a fondamentalement souffert, surtout les entreprises ont fondamentalement souffert. Est-ce que ceux du secteur informel, qui constitue quand même en réalité la grande masse de notre activité économique, peuvent dire la même chose? Que oui, c'était catastrophique à notre niveau, ou alors ceux-là ont peut-être mieux tenu. Bon, quand vous observez bien le comportement dans les femelles, l'État, dans un premier temps, a opéré dans la mise en œuvre des mesures. On a commencé à dire qu'il faut faire un confinement partiel. Ce qui fait qu'on ouvrait dans l'informel jusqu'à 18h. Mais on s'est rendu bien compte qu'à un moment donné, ça ne valait pas la peine. Parce que c'est vrai, quand vous regardez très bien, c'est que quelqu'un qui est dans l'informel, avec 2 alternatives, soit celle de dire que voilà, je vais sortir pour aller où? Dans la rue chercher de quoi manger, parce que l'informel, c'est par là qu'il doit vivre, soit de sortir pour aller chercher à manger, avec certes une probabilité qui est faible d'attraper le coronavirus, compte tenu de notre contexte. Soit maintenant de dire que quoi? Que voilà, il va rester à la maison et mourir de faim. Vous voyez, ce sont ces 2 alternatives. Moi, je pense que de manière tout à fait cohérente, c'était tout à fait normal, à mon sens, qu'il n'y ait pas de confinement général et que, bien sûr, on prenne des mesures comme celle barrière, comme on dit, voilà, pour pouvoir permettre effectivement aux gens de ne Mais pas... que l'activité ne s'arrête pas. Je ne pense pas, quand vous regardez très bien, l'activité ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est arrêtée en partie. À un certain moment, quand on pensait qu'à partir de 18h, il faut fermer les bars, il faut fermer un certain nombre d'activités de l'informel. Mais bon... Mais dans la journée, ces activités-là... Elles ont fonctionné. Ces activités ont fonctionné dans la journée. Donc, dans l'ensemble, je pense que
l'activité au Cameroun, c'est vrai, ça c'est un point de vue. Je ne pense pas que fondamentalement, elle a vraiment baissé. Est-ce que nous n'avons pas été un peu trop, j'allais dire, prisonniers de l'autre regard sur nos économies? On va dire le regard extérieur. On a essayé de faire, ou alors certains pensent qu'on aurait dû faire comme cela s'est fait ailleurs, notamment dans les pays développés. C'est bien là le vrai problème, l'extraversion de l'économie dont nous avons évoqué déjà, et aussi cette extraversion de la pensée, parce que on observe bien dans les pays développés qu'il y avait certes la pandémie, mais il y avait beaucoup plus la pandémie de la peur. Parce que lorsque vous ouvrez les chaînes internationales, vous ouvrez les radios internationales, on vous dit qu'il y a tel nombre de morts. Vous voyez, quand on compte les morts par milliers, ça fait peur. Ça fait peur, mais en fait, quand on regarde bien dans notre économie, on n'a pas compté des morts par centaines. Et quand vous regardez bien, que malgré que le fait que la maladie est en train de s'installer chez nous, on est aujourd'hui, je crois, qu'autour de 300 morts. Donc, quand on regarde bien, on n'a pas vraiment le choc escompté, parce que même quand au départ on disait que l'Afrique doit vraiment se préparer au pire, c'était parce qu'on voulait reproduire le scénario de ce qui s'est passé en Occident. Mais là aujourd'hui, on voit bien que l'Afrique, par rapport à cette maladie, ou bien surtout le Cameroun, s'en sort nettement mieux par rapport à ce qui a été escompté. Donc globalement, est-ce qu'on peut dire que pour ce qui concerne l'économie camerounaise, par exemple, on utilisait le terme tout à l'heure, la résilience, cette résilience-là a été véritablement effective, c'est-à-dire qu'on a tenu le choc? Oui, j'ai vu une étude l'autre jour, quand on regarde très bien, actuellement, dans les pays de l'euro, les estimations du FMI s'attendent à peu près à une contraction de la production, de la croissance mondiale de 3 points. En zone euro, on s'attend à ce que la chute, la récession affecte l'économie de la zone euro, d'après le FMI, de l'ordre de 6%. Bon, les perspectives de l'OCDE sont un peu plus pessimistes, parce qu'un pays comme la France a une récession qui va affecter son PIB de l'ordre de 11%. Donc, d'après une étude que j'ai vue effectuée par le PNUD, on s'attend d'ici la fin de l'année à une baisse. C'est une croissance au Cameroun estimée à 4%. On s'attend à une baisse de l'ordre de 1,2 à 2 points de croissance. Ce qui veut dire que par rapport aux perspectives de croissance qu'on a envisagées au début de l'année, au lieu de 4-5%, au lieu de 4% envisagé, on sera entre 2 et 2,8%. Donc, ce qui veut dire que si on regarde cela par rapport au choc qu'on observe ailleurs, on peut penser que l'économie camerounaise n'a pas beaucoup subi les contre-coups du coronavirus. Bon, c'est vrai que maintenant, on ne sait pas par rapport aux mois qui viennent ce qu'il en sera. Combien de temps ça va durer? Mais quand on regarde la tendance actuelle, je ne pense pas que l'économie camerounaise devrait beaucoup en souffrir. Professeur, nous allons parler de cette économie-là, non seulement partant de coronavirus, mais également pour l'après-coronavirus. On en parle tout à l'heure. Le temps pour nous de vous parler de la semaine politique de Séverin Alégambélé, le plan présidentiel de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, la suite de la session du Parlement, entre autres sujets développés. En plus du conseil de cabinet du mois de juin, dont l'épicentre reste la lutte contre la Covid-19 au Cameroun, le mois de juin, il faut le dire, est un mois d'une intense activité au Parlement, du fait de la tenue des travaux de la deuxième session ordinaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, les sénateurs et députés ont discuté des projets de loi déposés par l'exécutif. En bonne place, l'ordonnance présidentielle sur le budget rectifié de 2020. Ils ont bien compris la difficulté dans laquelle nous sommes. Difficultés qui ont amené le chef de l'État à signer cette ordonnance qui vient constater la réalité, à savoir une baisse prévisionnelle des recettes attendues de presque 770 milliards. Et nous avons fait appel aux députés pour que la collaboration qui doit exister et qui existe, l'exécutif et le législatif se poursuivent, semblent les moyens d'avancer. Sur d'autres pans de la vie de la nation,
Les deux chambres du Parlement ont examiné et adopté des textes sur l'élimination du commerce illicite des produits de tabac, la conservation des gorilles et leurs habitats, le code des personnes et de la famille. La ratification de cette loi va permettre au Cameroun de tirer avantage de tous les autres avantages qui peuvent être culturels. Il y a aussi une collaboration matérielle et pourquoi pas financière aussi. La protection des populations, elle est menée par le MINAT. Nous veillons surtout à ce que les animaux dans les parcs où ils vivent en toute liberté, que dans ces parcs, ces animaux soient protégés par les éco-gardes et qu'ils ne fassent pas l'objet de braconnage. Aujourd'hui, nous menons des actions pour qu'ils puissent trouver de l'eau et de la nourriture, notamment dans le parc de Ouaza et dans le parc de la Benoît. Abondamment évoqué lors du grand dialogue national, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest se matérialise. Jusqu'au 3 juillet, le coordonnateur du plan de reconstruction, le ministre Paul Tasson, est sur le terrain. Question de voir avec l'ensemble des forces vives la faisabilité de l'initiative présidentielle. À Bamenda, il a laissé entendre que c'est un projet salutaire pour tous. Il porte l'espoir de voir reprendre l'activité économique, de voir les enfants sur le chemin de l'école. Il porte surtout les thèmes de la promotion du vivre ensemble. Ce n'est pas une période électorale ordinaire à l'ECAM, mais cette semaine, Elections Cameroun a été au devant de la scène à travers la piraterie de son compte Facebook. Des hackers y ont introduit des données erronées. Toutes choses qui ont commandé la sortie médiatique du président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, qui condamne fermement l'acte de piraterie. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Georges Kobou. Alors, le Séverin Alégambélé en parlait tout à l'heure. On parle de la crise dans le nord-ouest, sud-ouest. On peut y ajouter la crise avec Boko Haram dans l'extrême nord. Et là, on ajoute en plus la pandémie du coronavirus. Les observateurs se sont dit, ces trois crises-là, mises ensemble, devraient pouvoir, on va dire, mettre l'économie par terre. Et il ne s'est pas agi de ça, finalement. Quand on a sur un budget de 4 951 milliards de francs CFA, une baisse de l'ordre de 11%, parce que bon, les 542 milliards, c'est 11%. Ça va de soi que ce n'est pas peut-être la catastrophe. Ça veut dire que certainement, en tenant compte de tous ces chocs, l'économie camerounaise a quand même les moyens de pouvoir tenir dans son budget. Donc, à mon sens, ce n'est pas ça. L'État camerounais a encore les réserves lui permettant de pouvoir engager un certain nombre de dépenses jusqu'à la fin de l'année. Professeur, je vais vous faire répondre maintenant aux questions que vous posent les internautes. Je me fais un peu leur porte-parole. Alors, Zibama Général dit « Comment réorienter le budget de cette année pour les investissements à moyen et à court terme ?» On en a parlé un peu tout à l'heure. Le budget est réorienté. Ça veut dire que l'élaboration du collectif budgétaire, c'est une réorientation. Ce n'est pas une réorientation, c'est qu'il faut bien qu'on se comprenne. Vous voulez vous acheter un habit dans 5 mois. Dans 6 mois, vous voulez acheter un habit. Vous dites que vous allez payer cet habit dans 6 mois à 200 000 francs CFA. Bon, vous le dites parce que vous pensez que, compte tenu de votre capacité à emprunter, compte tenu de vos ressources, compte tenu de tout ce que vous pouvez avoir, vous allez acheter à terme à 200 000 francs CFA. Si en cours de route, vous vous rendez bien compte que vous n'avez plus les perspectives de ressources que vous aviez envisagées, et que maintenant, au lieu d'acheter un habit à 200 000, vous l'achetez à 150 000 francs CFA, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Non. Bon, c'est une réadaptation. Le collectif budgétaire permet tout simplement de faire quoi? De dire qu'on avait pensé un peu plus. Et que maintenant, là... Il s'agit là, en fait, de réalisme. C'était ça, le réalisme. Et d'ailleurs, le ministre des Finances vient de le dire tout à l'heure, que c'est pour coller à la réalité de l'heure. Parce qu'effectivement, personne, au départ, ne s'attendait à un choc lié à la pandémie. Donc, c'était un choc sanitaire. Et ce choc sanitaire a fait que l'économie, dans son ensemble, a été un peu perturbée avec la fermeture des frontières. La fermeture des frontières n'est pas la seule activité que les Camerounais mènent. Il y a des activités internes. Donc, peut-être que l'intervalle de temps, les 3 mois qui se sont passés, les 3 mois écoulés là,
ça n'a pas certainement permis d'avoir une modification structurelle de l'ensemble de l'économie. Mais maintenant, ce qui se passe avec le collectif budgétaire, c'est par rapport aux perspectives de toutes les réalisations jusqu'à la fin de l'exercice, c'est-à-dire jusqu'en décembre. Bon, peut-être que maintenant, là, si on s'attend, je dis ça comme hypothèse d'école, hein, si entre-temps il y a encore un choc plus important que ça, est-ce que dans ce cadre-là, le ministre de l'économie, on va encore faire un collectif budgétaire? Non, c'est pour dire que par rapport à un certain nombre de prévisions qu'on avait initialement faites, maintenant, on a essayé de contenir le budget pour faire en sorte que les dépenses à réaliser puissent être en adéquation avec les recettes escomptées. Parce que dans tous les cas, il y a un manque à gagner en termes de recettes tout à l'heure, comme le disait, 114 milliards. Il y a un manque à gagner par rapport au cours du baril du pétrole, ce qui fait que dans ce contexte-là, il faut se réajuster. Donc c'est un réajustement. Et justement, Blaise Pascal, mante religieuse, dit « Les finances publiques pourraient-elles tenir jusqu'à la fin de l'année » Bon, mais si finalement les gens commencent à penser que ça ne peut pas tenir, c'est qu'ils ne font pas confiance à ceux qui élaborent le budget. Moi, je pense que l'élaboration du budget repose sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments pertinents pour pouvoir réaliser à terme. Donc, si aujourd'hui, on a fait un collectif budgétaire avec une baisse simplement de 542 milliards, c'est que les autorités en charge de l'élaboration budgétaire pensent qu'à terme, ça devait aller de soi, puisqu'on a essayé dans le budget d'élaguer des actions qui ne sont pas prioritaires. Peut-être aussi, on peut aussi penser aussi que ça permet d'être beaucoup plus réaliste qu'avant. Donc peut-être que le coronavirus a permis encore à l'élaboration budgétaire d'être encore davantage plus réaliste. C'est vrai qu'il y a une baisse, mais il est aussi possible que dans le budget, qu'il y ait eu des postes qui nécessairement qui n'étaient pas absolument indispensables. Et que dans ce cas-là, c'est plus facile de les couper que... Pascal Tanahanda dit « Pour retrouver l'équilibre des finances publiques, la suspension d'un certain nombre de chantiers est-elle inévitable ?» On en a un peu parlé dans le cours de l'émission tout à l'heure. Non, mais en fait, puisque déjà tout le budget qui est là intègre tous ces chantiers. Donc, si on a à caler en disant que qu'on va faire des coupes uniquement sur un certain nombre de postes qui ne sont pas prioritaires, je présume que les chantiers là sont déjà intégrés. Ils vont demeurer. Voilà. L'homme du numérique dit « La récession dans laquelle nous entrons va-t-elle durer 1 an, 2 ans ou 3 ans ?» Pour l'économiste que vous êtes, on est parti pour une longue récession. Non, la récession, d'abord, d'un point de vue économique, c'est une rupture importante de l'activité économique sur un intervalle de temps court. Donc, dire que la récession va durer 3 ans, ce n'est plus une récession au sens économique. Absolument. Donc, on a observé qu'il y a une rupture et que maintenant, alors, cette rupture-là, si elle commence à être longue, on entre déjà dans les problèmes de croissance. Il est mieux de parler de rupture. C'est une rupture, c'est une rupture de la tendance. Boris Djoko dit il y a beaucoup de critiques sur le coût du bitumage du kilomètre de route au Cameroun. Que dites-vous de ces caractéristiques des grands travaux au Cameroun? C'est vrai qu'on n'est pas véritablement là-dedans. Bon, je ne suis pas un acteur qui fait les routes pour pouvoir savoir maintenant si... Bon, c'est vrai qu'on écrit beaucoup que le coût des routes est élevé au Cameroun. On va forcément déplorer et amener essayer de voir comment améliorer. Voilà, c'est ça. Bidia Sangon dit pourquoi le Made in Cameroun est-il si faible? Il manque de compétitivité. Alors, pour le Made in Cameroun, c'est tout un champ. Vous avez dit tout à l'heure qu'on devait y revenir. On va en parler tout à l'heure. Le Made in Cameroun, parce que le Made in Cameroun, il faut déjà que pour faire le Made in Cameroun, qu'on produise. Si on n'a pas produit, alors, bon, peut-être comme il dit que ce n'est pas compétitif. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est que, étant donné que le processus de production est un peu artisanal, on peut s'attendre que le coût par unité produite soit élevé et qu'il ne soit pas compétitif. Donc, je peux le rejoindre un peu en disant que c'est vrai, dans ce cadre-là, chez nous, le processus de production est nécessairement un processus qui invite à ne pas être compétitif. Martin B, quel est le type de relation que le Cameroun doit entretenir avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? On a l'impression que ce sont FMI et Banque mondiale, que ce sont des donneurs d'ordre
Bon, en fait, il faut bien comprendre les missions de chacune de ces institutions. Le FMI est un organe qui permet de faire quoi? De vérifier à la mise en œuvre des finances rigoureuses, à l'exécution rigoureuse des finances publiques. Donc, ils sont là, le FMI est là pour la stabilisation des finances publiques. La Banque mondiale est là pour pouvoir financer des activités de production, de transformation. Bon, maintenant, je ne pense pas que lorsque ils viennent dans notre pays, ces institutions viennent dans notre pays, elles ne viennent pas parce qu'elles ont décidé de venir, c'est nous qui les appelons. Et si nous les appelons, il faut nécessairement que dans le cadre des négociations que nous menons avec ces institutions, que nous sachions comment leur imposer notre point de vue. Et comment tirer notre épingle du jeu. Tout à fait, puisqu'elles viennent pour pouvoir faire des affaires. Et dans ce cadre-là, quand on fait des affaires, c'est du donnant-donnant, on doit certainement négocier en notre faveur. Donc je n'ai pas le sentiment que ce soit des donneurs de leçons, même si c'était le cas. C'est que c'est nous qui leur ouvrions les perspectives de nous donner des leçons, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, une dernière question d'internaute. Jean de Soie dit pourquoi les économistes camerounais sont inaudibles quand ce genre de situation se présente. Je présume qu'il s'agit de la pandémie du coronavirus, du ralentissement des économies, si l'on ose dire. On n'entend pas beaucoup. Bon, peut-être que c'est... Les économistes camerounais. C'est vrai que les économistes camerounais, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'économistes camerounais qui sont en train de faire des réflexions, d'écrire sur le coronavirus avec son impact économique. Bon, il est important de comprendre que dans l'espace dans lequel nous nous trouvons, les économistes sont peu audibles, je vais certainement le reconnaître. Peut-être parce qu'ils préfèrent parler dans les cadres peut-être des travaux de recherche, dans le ou dans cadre, les amphis. Oui, non, pas dans les amphis. Ils ont certainement font de la recherche, même pour leur avancement du point de vue... Ils font plus de politique que d'économie, c'est ça qu'il s'agit? Bon, politique, je ne sais pas, mais moi je pense que... Vous me dites s'ils font de politique. Non, les économistes, c'est vrai. Peut-être que je suis d'accord avec vous qu'ils sont peu audibles, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, pour qu'ils soient audibles, il faut bien que vous leur donniez aussi les occasions de parler. La preuve, vous êtes sur ce plateau ce soir. Vous voyez là, merci. Professeur Georges Kobou, une troisième halte dans cette émission avant de rentrer dans le détail du Made in Cameroun et de ses enjeux. Nous en parlerons tout à l'heure. Notre semaine sociale, enfin, avec Rodrigue Bertrand Tueno au premier plan. Comme c'est le cas depuis quelques mois, il y a la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Rodrigue Bertrand Tueno. De bons points cette semaine au front de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Plus de 2000 patients ont été confirmés guéris, portant le total des guérisons à plus de 10 100. Pendant ce temps, la sensibilisation au respect des gestes barrières se poursuivait aussi bien en ville qu'au village. Illustration, le village Mongban, dans l'arrondissement de Ngoulemakon, qui a reçu des dons de son élite. Notre action est dans la poursuite des très hautes directives du chef de l'État et que nous ne faisons qu'accompagner ce qu'il a demandé que tous les Camerounais fassent. Nous sommes très contents d'être secourus par nos élites. Nous n'avons pas une grande élite, mais une association vraiment qui s'est mise sur pied pour nous aider. Nous ne sommes que reconnaissants. Des dons aussi à la police sous la férule du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. La police est en première ligne dans la lutte contre la pandémie. C'est à double titre. D'une part pour protéger les policiers eux-mêmes et d'autre part pour protéger la population, puisque protégeant les policiers, on empêche le fait que les forces de police pourraient devenir vecteurs de la maladie. Nous devons être les premiers à être épargnés par ce virus pour mieux faire notre travail sur le terrain. C'est pour cela que nous apprécions à sa juste valeur ce don de matériel sanitaire par le CICR. Le Covid a aussi influencé la revue en visioconférence de l'entretien routier tenu par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi et ses collaborateurs dans les services décentralisés. Au-delà du point fait de l'évolution des chantiers d'entretien routier, ils se sont penchés sur le plan d'action 2021
pour que la praticabilité du réseau routier reste à un niveau acceptable. Restons dans le secteur pour signaler la reprise des travaux sur le chantier de construction de la route Soa-Esse-Hawaï dans la région du centre. Résiliés en octobre dernier, les travaux ont été divisés en 2 lots et attribués à 2 entreprises camerounaises qui devront prouver au maître d'ouvrage qu'il n'a pas eu tort de leur faire confiance. Nous sommes en train de réaliser les travaux de terrassement. Ces travaux sont aujourd'hui en avancement à peu près à 10%. La seule difficulté qu'on est en train d'entrevoir, c'est que notre matériel doit être ramené du Congo, où il était en fait, on l'a acquis pour les besoins de ce chantier exclusivement. C'est la saison des pluies, dont l'activité est quelquefois en arrêt. On a aussi quelques problèmes des expropriations qui ne sont pas encore abouties. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction Centrale TV de la CRTV. Merci à vous, Rodrigue Bertrand. Alors, professeur, on parlait tout à l'heure du Made in Cameroun. Est-ce que le fait de l'apparition de la pandémie du coronavirus qui nous amène aujourd'hui à réfléchir à nouveau sur la place du Made in Cameroun chez nous, est-ce que ce fait-là ne devrait pas nous pousser plutôt à véritablement encourager ce Made in Cameroun? Quel est le problème du Made in Cameroun? Quand on parle de Made in Cameroun, je voudrais vraiment qu'on ne s'arrête pas au slogan. Qu'on reste avec le mot Made in Cameroun. Mais de façon concrète. Oui. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça remonte déjà dans les années 60. Si je vous regardez très bien, la SNI, Société Nationale d'Investissement de Cameroun, a été créée en 1964 et avait pour objectif, si vous regardez à l'époque, la devise, c'était un arbre qui était trop vert avec beaucoup de fruits. Les fruits, c'était les entreprises camerounaises qu'on devait créer. Et quand vous regardez bien aujourd'hui, les entreprises comme la Sosucam, la Solecoton, toutes ces entreprises-là, Chococam, C'était pour encourager le Made in Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On essayait de prendre les talents dans nos universités pour les envoyer dans les pays étrangers afin qu'ils aient l'expertise nécessaire pour pouvoir venir faire l'élaboration des plans de création d'entreprises, faire le montage financier en vue de faire les entreprises, de créer des... Et ça a marché. Donc, pour moi, d'abord, le Made in Cameroun, ce n'est pas seulement une histoire, parce que je vois aujourd'hui là, c'est comme si on veut faire parler la consommation, parce que effectivement, tout ce qu'on disait tout à l'heure, dans le contexte de coronavirus, on pense maintenant qu'on s'est replié sur soi-même et qu'il n'y a pas eu de pénurie sur le plan alimentaire. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est-à-dire que le Made in Cameroun, ce n'est pas une affaire de nourriture. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est quoi? Le Made in Cameroun, il faut consommer. Consommer, c'est quoi? Consommer tout ce qui est camerounais. Je vous donne encore pour aller dans le sens de ce que j'en ai. Mipromalo, mission de promotion des matériaux locaux. C'est quoi? Ça avait pour objectif... encourager le Made in Cameroun. De faire en sorte que tout ce qu'on doit produire au Cameroun ne doit pas être importé, ou bien tout ce qui va être produit au Cameroun doit valoriser les matériaux locaux. Donc, tout ceci doit s'inscrire dans quoi? Dans une politique volontariste, dans une vision. Ce qui veut dire quoi, en quelque sorte? Je suis à l'université, vous prenez une école comme l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Lorsqu'elle forme ses ingénieurs, ils vont où? Alors, un ingénieur d'abord, c'est quelqu'un qui doit transformer, qui doit avoir une vocation à créer lui-même son entreprise. Aujourd'hui, on se rend bien compte que tout ce que nous formons, soit ils sont dans les administrations, ou bien, quand on les laisse ailleurs, même se balader, on les retrouve à l'étranger en train de transformer les autres économies. Mais ici, chez nous, c'est essentiellement des salariés. C'est des salariés. Or, l'économie, comme le MED, suppose quoi? Que tout ce que nous devons consommer sur le plan national doit être transformé. D'ailleurs, pour consommer camerounais, il faut d'abord produire en quantité suffisante. D'ailleurs, l'une des directives du président de la République, son excellence Paul Biya, c'était de dire que nous devons produire pour consommer et consommer ce que nous produisons pour produire.
produire pour consommer et consommer pour produire. Ça veut dire que la clé d'abord, c'est quoi? C'est la transformation des produits au Cameroun. Et la transformation, c'est pas seulement la transformation de la nourriture. Comment, si on regarde, si on avait peut-être formé des ingénieurs pour leur dire d'aller faire les ponts, on regarde même dans nos villages, les gens qui n'ont même pas été à l'école, ils arrivent à créer des ponts en bois, et ça marche. Alors ça veut dire que les gens qui sortent de nos écoles doivent au départ apprendre à faire les routes, apprendre à créer, à construire des maisons, apprendre à transformer. C'est quoi le marché du Made in Cameroun? C'est le marché camerounais, c'est le marché de la sous-région, c'est le marché nigérien? Mais quand une économie se développe, elle va d'abord s'appuyer sur le marché interne. On ne peut pas commencer à produire en disant qu'on va aller vendre à l'extérieur alors qu'on n'a même pas encore essayé de faire le pari de satisfaire la demande interne. Mais quand on regarde l'environnement dans lequel se trouve le Cameroun, autour du Cameroun, c'est situé à côté du Cameroun, il y a un grand pays qui s'appelle le Nigeria. Avec quoi? Une demande solvable qui c'est autour de 200 millions d'habitants. Alors ça veut dire que si les Camerounais devaient se dire que voilà, là où nous devons aller vendre. Mais pour le faire, on ne doit pas faire une production artisanale. Il faut nécessairement... Il faut de la qualité? Non, il faut d'abord produire, transformer. Parce qu'aujourd'hui, là, les Nigérians, quand ils commandent par exemple le riz au Cameroun, les Camerounais ne peuvent pas avoir la quantité nécessaire pour leur vendre du riz. Parce que nous n'arrivons même pas à tenir pour ce qui est de notre marché local. Donc, on importe. Le Made in Cameroun, c'est un concept qui est beaucoup plus large, qui touche tout le tissu. Parce que quand on consomme, il y a les ménages qui consomment, il y a les entreprises qui consomment, il y a les administrations publiques qui consomment. Mais le Made in Cameroun, est-ce que c'est la clé pour véritablement développer l'économie camerounaise? On ne peut pas se développer sans avoir maîtrisé le processus de transformation. Le Cameroun a ceci de particulier qu'il est abondamment inondé par les ressources naturelles et les ressources agricoles. Ce qui veut dire que le passage de l'agriculture à l'industrialisation est totalement facile dans un contexte où les intrants ne posent pas de problème. Il faut au préalable. C'est-à-dire que la fameuse agriculture de seconde génération est un impératif finalement? Non, en fait, l'agriculture de seconde génération, elle ne peut pas se faire sans un processus d'intensification de cette agriculture. Ça veut dire quoi? Qu'il faut mécaniser, il faut produire avec des rendements. Une entreprise pour s'imposer sur le marché a 3 critères importants. C'est la régularité dans la production, c'est la qualité de la production et c'est les prix. Or, il est important que les entreprises produisent avec les effets d'échelle. Ça veut dire quoi? Les effets d'échelle, c'est l'extension de la production de telle sorte que les coûts par unité produite deviennent alors plus faibles pour pouvoir affronter la concurrence. Or, aujourd'hui, quand on regarde... Nous n'avons pas tout ça. On n'a pas les normes de qualité. Nos entreprises ne les ont pas. Les normes de conditionnement, elles ne les ont pas. Donc, même la production en quantité, elle n'est pas suffisante. Ça veut dire maintenant que quand on dit consommer camerounais, pour consommer, le préalable d'abord, c'est de produire en quantité suffisante pour satisfaire d'abord la demande interne et maintenant aussi la demande externe. Donc il est fondamentalement important de mettre l'accent sur une politique de promotion de la production. Aujourd'hui, quand on regarde nos économies, j'ai dit parler de l'extraction, tout 87% de la production manufacturière du Cameroun sort du Cameroun à l'état brut. Ça veut dire que quand ça sort à l'état brut, la valeur ajoutée est faible. Donc, conclusion, c'est pour ça que le même produit qui est sorti, en étant transformé à l'extérieur, il vient plus cher. D'où la détérioration des termes de l'échange dans notre économie. La question du départ des devises. Il va de soi que lorsque on vend beaucoup à l'extérieur, on va avoir les devises. Si on vend peu, on va avoir moins de devises. Et bien entendu, si on vend encore les produits qui ne sont pas à grande valeur ajoutée, alors il y a encore moins de devises. D'où la nécessité effectivement de passer à une mutation structurelle. D'ailleurs, c'est presque quand on regarde aujourd'hui la vision à l'horizon 2035. Ça s'inscrit
dans les prescriptions du programme 2030 des Nations Unies ou bien l'agenda 2063 de l'Union africaine qui demande quoi, qu'il faut opérer une transformation structurelle dans nos économies, c'est-à-dire le passage de quoi, des secteurs à faible valeur ajoutée aux secteurs à forte valeur ajoutée. Or, pour opérer cette mue, il est important de mettre en place les unités de transformation. Est-ce que c'est l'enjeu de l'économie d'après Covid, si on prend le cas du Cameroun? Même sans Covid, c'est une exigence. Bon, la vision 2035, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, c'est une vision qui a été déjà prescrite avant le Covid. Le Covid vient simplement être comme un reflet pour montrer que nous avons un problème structurel. Il y a des choses à faire qu'on n'a pas faites. Qu'il y a vraiment un problème structurel. Alors, s'il y avait des pistes à explorer, Made in Cameroun, oui, mais le Cameroun serait, on va dire, fort dans quel domaine? Ce serait le domaine agricole, ce serait le domaine industriel. Est-ce que là, on mélangerait les deux? Dans une économie qui fonctionne de manière normale, on doit avoir quoi? Une intégration des secteurs. Les secteurs, ça veut dire que l'agriculture doit produire pour pouvoir... Pour l'industrie. Pour l'industrie. Et l'industrie doit produire pour pouvoir assurer les services. Donc, tous ces secteurs-là doivent être intégrés. Ça va de soi. Donc, il n'y a pas lieu de dire qu'on va mettre l'accent plutôt sur tel aspect plutôt que sur tel autre. Non. Au contraire. C'est parce que les secteurs doivent totalement être intégrés qu'il est indispensable de développer. De toutes les façons, au lieu d'aller chercher les intrants pour l'industrie ailleurs, il va de soi que le secteur agricole sert déjà de moteur dans le contexte du Cameroun, secteur agricole comme le secteur minier, pour pouvoir faciliter la transformation structurelle. Donc, l'autre clé, c'est de faire en sorte que tout ce qui sort du Cameroun soit déjà transformé, quel que soit le produit agricole, minier, etc. Non, il est important de mettre l'accent sur la transformation. Ça veut dire que si, aujourd'hui, les produits qui partent du Cameroun, il est important, si aujourd'hui 87% relèvent de quoi? Du secteur primaire des produits bruts, il est important d'inverser la tendance. Parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons dégager de la valeur ajoutée pour pouvoir avoir la possibilité de dégager les devises qui entrent dans le pays. Une dernière question, comme cela, professeur. Est-ce que les économistes camerounais, vous en êtes un, avaient, j'allais dire, les moyens de tirer les leçons de ce que nous avons vécu pendant ces 3 derniers mois? Vous avez observé l'économie camerounaise, vous avez vu, pas qu'avant vous ne voyiez pas, mais vous avez vu les lacunes qui sont celles de cette économie-là. On a les moyens de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que les économistes camerounais ont toujours, pas même par le passé, tiré les leçons. Mais encore faudra-t-il qu'on les écoute. Je ne pense pas que les économistes camerounais sont assez attentifs à ce qui se passe. Donc, vraiment, les leçons sont là. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a peut-être une déconnexion entre les milieux universitaires et les milieux institutionnels et qu'il est important... Décisionnel. Bon, et qu'il est important certainement, parce que la réflexion, c'est vrai, sur ce point-là, c'est à l'université. Si les universités, la plupart des universités camerounaises, peut-être que quand ils font la réflexion, c'est dans le cadre de leur publication pour leur promotion interne, mais ces publications portent fondamentalement sur le Cameroun. Donc, s'il y a beaucoup de leçons à tirer, les économistes camerounais sont nombreux à pouvoir tirer ces leçons pourvu qu'on les écoute. Professeur Georges Kobou, économiste et justement enseignant à l'université de Yaoundé 2, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, professeur. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Mais en même temps, soyons prudents. Le Covid-19, le coronavirus, n'est pas encore parti. Soyons toujours prudents. Bonsoir, bonne semaine, à dimanche.